bonjour, merci pour l'invitation. Alors ça va être un projet modeste, après ce qu'on a entendu tout à l'heure, où il y avait une usine qui s'est construite autour de cette thématique-là. Donc je vais vous parler un peu de la genèse du projet. Donc en tant qu'informaticien, alors théoricien, j'avais commencé à lire les articles Code is Law de Lessig, et puis les articles de Morozov, les articles d'Antoinette Rouvroy, et puis aussi assister à distance à la conférence Governing Algorithms. Et j'avais remarqué à l'époque, alors maintenant c'est plus vrai, qu'il y avait peu ou pas d'informaticiens qui venaient parler sur ces problèmes d'algorithmique dans la société. Et comme le LACL, c'est un laboratoire spécialisé dans la calculabilité, dans la théorie des modèles et dans la théorie des algorithmes, donc entre autres, il y a des équipes qui s'occupent à donner une définition mathématique de ce que c'est qu'un algorithme, donc c'est quelque chose de central pour nous. On s'est dit, on ne peut pas laisser les autres, les gens, comme dirait Mélenchon, s'intéresser aux algorithmes sans qu'on intervienne. Et puis après, il y avait orthogonalement des parents qui étaient à l'époque confrontés à Affelnet. Donc Affelnet, c'est un logiciel, un système qui répartit les collégiens dans les lycées. Et c'est un logiciel qui pose problème sur la région parisienne parce que il y a des grands lycées et des plus petits lycées, donc il fallait trouver des choses. Donc on s'était intéressé d'abord à ça. Et du coup, ça a donné l'idée d'avoir une action pluridisciplinaire sur l'UPEC, qui a regroupé une dizaine de personnes, des gens en gestion, des gens en informatique, en droit, en sciences de l'information, en économie. C'est tout, j'en oublie pas. Et c'est donc voilà, il y en a une dizaine de personnes qui sont intervenues. Et puis on a eu après du coup des contacts avec la FINC sur nos systèmes, Dominique Cardon, Victor Hiller et Olivier Tercieux qui travaillent sur Alphelnet. Et aussi on a participé au rapport que Etalab a remis au ministre Mandon, donc à son successeur plutôt, parce que ça devait plus être lui, mais enfin sur une commande de Mandon sur le APB. Donc on va parler méthode de travail, puisque pour nous c'était nouveau. En fait, ça a été le moment d'expliquer, alors au départ, ce que c'était que les problèmes d'informaticiens, qu'est-ce que c'était qu'une fonction, qu'est-ce que c'était qu'un algorithme, qu'est-ce que c'était qu'un programme. Aussi de voir que les informaticiens, ils parlent aussi parfois de sémantique. Qu'est-ce que c'est que la sémantique pour les informaticiens? Donc opérationnel, dénotationnel, axiomatique, et puis aussi d'expliquer la problématique des langages de programmation à des gens qui n'étaient pas du tout confrontés à ce genre de choses. Ça a donné lieu aussi à des séries d'exposés sur la théorie du choix social, sur l'ingénierie du système, puisqu'on a une spécialiste des systèmes d'information. On a aussi discuté des logiciels libres. On a aussi quelqu'un en gestion qui nous a parlé des processus d'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Parce qu'on avait un intérêt là-dessus. Des juristes qui nous ont parlé du contentieux APB. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi sur les problèmes APB, spécifiquement. Et enfin, on a eu une représentation, enfin, une problématique sociologique autour de l'utilisation et représentation d'APB par les étudiants et les nouveaux arrivants à l'UPEC. Juste pour dire qu'on avait commencé par Affelnet, et puis devant l'absence de réaction ministérielle sur des informations sur Affelnet, on est passé par APB, sur APB qui était un peu plus, à la mode, et donc il y avait un peu plus de pression, et c'est pour ça qu'on a fait ça. Mais disons que les questions se posaient, les mêmes genres de questions se posaient avec Affelnet aussi. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie pour la suite. Donc voilà les sujets qui sont ressortis de nos 2 années de travaux. C'est ça, 2 années de travaux. Alors Sylvie, bouge pas. Voilà, merci Pierre, merci à la MSH Paris-Saclay de nous accueillir. Pierre vous a fait un historique très long, hein. Il a commencé à la préhistoire pour moi je suis arrivée il y a 2 ans. Donc je vais passer à l'historique très court de notre PEPS. Et je vais essayer d'être concise parce qu'en fait tout ce qui m'intéresse c'est de vous faire passer quelques messages qui sont ressortis de nos travaux. Alors, notre objet d'étude. Ah, je ne peux pas aller trop loin, c'est ça? Ou bien je prends... Oui, je sens que ça va mal finir, cette histoire.
bon, tu me préviens. Donc, notre objet d'étude, effectivement, on a commencé à parler d'Affelnet, peut-être pour des raisons individuelles, égoïstes, hein, il faut dire, des personnes qui étaient particulièrement intéressées par Affelnet, d'autres par APB. Il y a eu aussi ce problème d'obtention de l'information qui a persisté avec APB d'ailleurs aussi. Hein. Donc, ces algorithmes d'affectation. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était les algorithmes utilisés par les administrations, les algorithmes utilisés pour mettre en œuvre les procédures administratives. Donc en gros, vraiment, les algorithmes qu'on utilise pour gouverner. Alors quel était le contexte ? Le contexte, vous le connaissez tous, hein, c'est le contexte actuel, le plan d'action nationale pour une action publique transparente et collaborative qui a été lancé en 2015, qui s'achève cette année, la loi pour une république numérique d'octobre 2016, et puis il y a eu l'affaire APB. Alors vous allez me dire, des affaires APB, il y en a chaque année. Oui, mais en plus là, il y avait effectivement la loi pour une république numérique qui était sortie en octobre, et il y a une association de lycéens qui s'est constituée, l'association Droits des lycéens, c'est toujours comme ça que ça commence, hein. Et cette association a fait une demande auprès de la ministre pour obtenir le code APB. Et devant l'ignorance qui leur a été adressée, ils ont saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, et la CADA leur a donné raison. Donc, évidemment, cette décision de la CADA est sans doute due à la loi pour une république numérique. Le ministère a dû répondre. La réponse est faite en plusieurs temps. La première réponse a été de proposer un résumé des critères, en particulier des critères qui étaient appliqués dans le cas des trucs en tension, là, comment on appelle ça, des licences, merci, comment on appelle ça, des licences en tension. Et puis, nouvelle insistance, ce n'était pas ce qui était demandé, donc finalement, le ministère a fourni un petit morceau de code, pratiquement un genre de brouillon, on avait l'impression que ça avait été bricolé, mais au moins l'association Droits des lycéens a eu droit à ce bout de code qu'ils se sont attachés à essayer de rétro-ingénieriser. Et finalement, un de nos collègues l'a fait, n'est-ce pas ? Tu diras que je l'ai dit, hein, Patrick Sigielski. Et c'est quand même beaucoup de travail, surtout pour un petit bout de code comme ça qui est sorti du code dans son ensemble, et sans aucune explication. Et puis, donc, vous savez maintenant que finalement, grâce aux recommandations d'Etalab, le code APB va être ouvert en septembre prochain. Alors, notre problématique, elle est en deux temps. D'abord, qu'est-ce que l'on fait avec cette exigence de transparence pour ces algorithmes utilisés par les administrations ? Quelle est sa légitimité ? Il n'y a pas de raison a priori que la transparence soit toujours légitime. Et qu'est-ce que ça signifie aussi, hein, cette transparence ? Et surtout, quelle forme doit-elle prendre, hein, puisqu'on a dit que, a priori, le code va être dévoilé en septembre, mais pour nous, effectivement, ouvrir le code, ça ne suffit pas. Et la deuxième présentation de ce matin, elle est tout à fait aussi en ce sens, et je pense que nous sommes complémentaires. Sachant que nous nous intéressons en particulier à ces algorithmes administratifs, mais la problématique de la transparence, nous essayons de la traiter de la même façon, dans son ensemble. Alors, la légitimité, juste un point, bon, ça nous semble évident que pour des algorithmes qui sont utilisés par les administrations, dans une démocratie, ces algorithmes doivent être ouverts, hein, ça semble évident que la puissance publique doit
doit rendre ses choix parfaitement transparents. Mais il y a un point sur lequel on n'insiste sans doute pas assez, c'est aussi ce qui concerne l'individu dans une démocratie. Dans une démocratie, l'individu n'est pas un simple consommateur, serait-ce d'un service public. Or, si pour l'individu, l'algorithme est un simple interface, quelle va être la réaction de cet individu? Ça va être de se focaliser sur ses propres préférences, sur ses propres intérêts, donc de ne pas penser en termes de citoyen, mais de penser en simple consommateur. Or, finalement, comment APB est perçu? Moins comme un service public que comme une contrainte. Donc il faut bien tenir aussi tenir compte de cette perception, et qui a tout son sens. Hein, les algorithmes administratifs sont là pour gérer la vie en collectivité. Et si on les conçoit aussi de cette façon-là, alors il faut que ces contraintes soient intelligibles. Et c'est ça qui nous semble important. Et donc il faut renvoyer chacun à ses responsabilités en travaillant sur cette transparence, et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur le terme d'algorithme public qui doit bien être distingué du terme d'algorithme administratif. Et il nous faut transformer les algorithmes administratifs utilisés par les administrations en algorithmes publics qui auraient toutes leurs fonctions démocratiques et politiques. Alors, le point important, qui rejoint donc la deuxième présentation de ce matin, le point de la transparence. Quelle forme doit prendre la transparence? Alors, pourquoi le code ne suffit pas? Parce que, effectivement, même s'il est entier, même si on n'a pas juste un petit bout comme on a reçu et qu'il faut faire un rétro-engineering très, très compliqué, c'est certainement pas accessible à tout le monde. Et là, ça nous amènerait à travailler sur la distinction entre algorithme et code et programme informatique. Je ne m'y risquerai pas, c'est une question très, très compliquée. Peut-être que Pierre voudra en dire quelques mots. Mais je pense qu'il y a quand même une intuition très importante qui est que l'algorithme, en gros, est plus général que le programme. Hein. Le programme permet de décrire l'algorithme dans un langage particulier, qui est le langage utilisé par l'ordinateur. Par contre, l'algorithme, a priori, peut être décrit dans un langage, dans différents langages, et en particulier dans le langage qui est compréhensible par tous. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important quand on s'intéresse à ces algorithmes que l'on voudrait publics. Alors, comment normalement sont construits ces algorithmes, qu'ils soient, même lorsqu'ils sont utilisés par des organismes privés? Et comment sont-ils a priori construits lorsque ce sont des algorithmes administratifs? Je dis a priori parce qu'en fait, nous n'avons pas une idée claire de comment effectivement ces algorithmes administratifs de type APB à FELNET ont été construits, si ce n'est qu'on sait qu'il y a un genre de sous-traitance, mais tout ça reste assez flou, et pourtant c'est important parce que normalement, il y a un maître d'ouvrage. Ici, le maître d'ouvrage, ça va, j'ai encore un petit peu Bon, parfait. Le maître d'ouvrage ici, c'est l'administration. Ce maître d'ouvrage communique à des informaticiens un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, il spécifie ses choix. Si le maître d'ouvrage est une administration, ces choix sont des choix politiques, sont des choix sociaux, sont des choix d'interprétation de la loi. Et ces choses-là sont interprétables par tous, bien sûr. Ce cahier des charges nous semble absolument crucial pour travailler sur la transparence des algorithmes publics. Il y a encore une étape. Il y a effectivement l'algorithme construit par les informaticiens à partir de ce cahier des charges. Ce niveau-là aussi doit être, dans une certaine mesure, transparent. Au moins, les principes généraux des algorithmes. Et puis, il y a le code,
hein, le code qui décrit cet algorithme tel qu'il peut être interprété par les ordinateurs, et qui est aussi important, c'est vrai, parce que il y a toujours des adaptations. À chaque étape, il y a une adaptation. Il y a une adaptation de la transformation du cahier des charges en algorithme, puis de l'algorithme en code. Il ne devrait normalement pas y avoir, mais il y a toujours des adaptations. Et il faut donc pouvoir, pour les techniciens, pour ceux qui savent le faire, qu'ils aient la possibilité d'essayer de vérifier. Je sais que c'est des questions très très compliquées, mais qu'ils essaient de vérifier s'il n'y a pas de hiatus trop important entre ce qui a été demandé et ce qui est effectivement implémenté. Voilà, donc nous voulions insister sur cette description un peu précise de la transparence en nous basant sur ce qui doit normalement se faire et en espérant que ça se produit de cette façon-là pour les algorithmes administratifs. Et maintenant, peut-être que Pierre va nous dire quelques mots sur ce qu'on a envisagé de faire à l'avenir. Oui, alors pour dire les choses, on a donc travaillé sur ces notions. Il y a un livre en cours d'écriture qui sera publié sans doute nécessairement sous peu dès que tout le monde aura fait son travail. Et bien sûr, les questions dont Sylvie vient d'aborder les choses, c'est qu'est-ce que ça veut dire que transmettre du code? Alors, même en tant qu'informaticien, je trouve ça assez débile de dire on va vous donner du code. Ça n'a pas de sens. Peut-être que quelques techniciens vont pouvoir le décoder, et encore, il faudra leur faire confiance. On raconte pas, Sylvie n'a pas raconté la manière dont ça avait été traduit, ça avait donné, mais le ministère avait rendu un fichier PDF dans lequel il y avait du code pour APB. Donc il a fallu reconstruire à partir du fichier le code lui-même. Bien sûr, les bases de données n'ont pas été fournies. Bien sûr, certaines opérations n'étaient pas décrites. Donc on ne fait que de l'interprétation sur une partie du code. Alors on en tire des conclusions. On a vu effectivement que dans ce code-là, il y avait eu des choix qui avaient été faits sur les lycées étrangers, enfin les lycées français à l'étranger qui étaient prioritaires, qui pour des raisons peut-être politiques acceptables, mais en tout cas qui n'avaient jamais été spécifiées, en tout cas à l'origine. À notre connaissance, APB, c'est une transformation d'un logiciel qui était là en place pour les écoles, la répartition dans les écoles d'ingénieurs. Il a été fait il a été écrit par des informaticiens d'une certaine manière. Je pense qu'il n'y avait aucun cahier des charges précis. C'est simplement quelqu'un qui a eu un jour l'idée de faire quelque chose. D'accord ? Et bien sûr, après, il y a eu des améliorations. On voit aussi que chaque année, le ministère, pour répondre aux problématiques de l'année précédente, modifie quelque chose dans APB. Donc cette année, il y a la notion de groupe qui a été introduite pour pouvoir éviter le maximum de choix aléatoires. Rien ne prouve, à notre connaissance, que ce rajout-là ne vient pas corrompre l'idée de l'algorithme de base de Gale et Shapley. D'accord ? Tout ça, c'est rien fait. Voilà, c'est du bricolage, perpétuel bricolage. Bon, et puis en plus, on voit bien que chaque année, les étudiants sont de moins en moins contents. Donc, je pense qu'un jour, il va falloir trouver une autre solution. Alors, moi, j'ai été confronté à l'interface du côté sélectionneur. J'ai été aussi cette année confronté à l'interface du côté utilisateur. Et honnêtement, il n'y a pas eu d'études faites sur l'interfaçage entre un élève de terminale et cet objet-là qui, comme ils le disent, en 2 clics, ma vie se joue. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et bien sûr... Et ça sert à quelque chose, le micro, là ? Oui, pour une prise de son optimale au niveau de la... Ah, pardon, parce que j'avais le sentiment que ça ne servait à rien du tout. Et après, on mettra en ligne sur le site de la message sa conférence. Et bien sûr, ces algorithmes de matching, comme le cas APB, s'élargissent, puisque maintenant, vous avez vu des grandes publicités de Météo Job dans le métro qui dit nous allons réaliser un matching entre votre candidature et les jobs qui sont dans nos bases de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire un matching, puisque c'est exactement le même algorithme théorique derrière, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'arrête.
Je préfère ça à 50 minutes. Non, parce qu'on n'a pas parlé de... Vas-y, 2 minutes. Oui? Oui. Ah, non, simplement sur APB lui-même, puisque effectivement au début tu m'avais demandé de venir, je pouvais venir aussi en tant qu'économiste, donc les économistes sont beaucoup intéressés à ces questions d'affectation, hein, qu'ils appellent les problèmes d'appariement. Oui, voilà, c'est ça, donc je dis juste 2 mots là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'intéressant même pour notre sujet qui se veut plus politique. Donc il y a ce fabuleux algorithme de Gale et Shapley qui date de 1956, donc qui est vraiment très ancien et qui est la base d'énormément d'algorithmes d'AFLnet, d'APB, d'algorithmes qui sont utilisés aux États-Unis, au Canada, partout, et qui n'ont pas été des algorithmes qui ont copié l'algorithme de 2 théoriciens des jeux, Gale et Shapley, hein, mais cet algorithme est tellement naturel que finalement il s'est retrouvé, on le retrouve un peu partout. Alors, ce qui est intéressant, alors quel est l'intérêt d'avoir ce modèle, cet algorithme décrit par des théoriciens des jeux, c'est qu'ils ont travaillé sur les propriétés de l'algorithme. Pas sur l'algorithme lui-même, je vous dis, il est tellement naturel qu'on le trouve un peu partout. Et ils ont proposé des propriétés très intéressantes de stabilité et d'optimalité. Et l'algorithme de Gale et Shapley propose, lorsqu'on l'applique, on obtient une affectation qui est stable et qui est optimale. Je ne peux pas trop vous définir précisément, mais stable, ça signifie qu'en gros, il n'y aura pas, si on applique Gale et Shapley, stricto sensus, il n'y aura pas un lycéen et un établissement qui préféreraient être ensemble, alors que dans l'affectation qui a été décidée, ils ne le sont pas. C'est très fort. On pourrait dire formidable. Donc on peut faire entièrement confiance à cet algorithme. Le problème, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours des problèmes d'adaptation. Et lorsqu'on parle... voilà, dès qu'on veut adapter à la complexité de la réalité, et là, quel est un des problèmes principaux? C'est le problème des indifférences. L'algorithme de Gale et Shapley, qui a ces si jolies propriétés, ne fonctionne plus du tout. Il perd, voilà, il faut des préférences strictes. Il perd toutes ses bonnes propriétés quand il n'y a pas de préférences strictes. Et là, n'importe qui peut comprendre que le problème est crucial. C'est le problème qui est finalement le plus important et soulevé le plus souvent. C'est le problème de l'indifférence du tirage au sort. Donc là encore, on a un problème très concret, mais qui a un fondement théorique très, très précis. Voilà, juste une petite parenthèse sur APB quand même.